Tous les ans, le 15 août, où qu'ils se trouvent, les Acadiens célèbrent la fête nationale d'un pays qui n'existe plus. Découverte il y a 500 ans, quelque part entre la baie de Fundy et le golfe de Saint-Laurent, l'Acadie fut peuplée dès le début du XVIIe siècle par une poignée de Français qui y ont installé la première colonie européenne d'Amérique du Nord. Ils y sont restés pendant 1 siècle et demi, jusqu'à ce que les Anglais les enchassent et les dispersent aux 4 coins du monde. Sur la côte est des États-Unis, au Canada français, en France ou en Louisiane, où les Acadiens se souviennent encore de ce qu'ils appellent pudiquement le Grand Dérangement. Savez-vous quelle année a eu lieu cette déportation des Acadiens? Dans l'année 1755. C'est bien ça. Dans cette année-là, 1755, on a pris 10 000 Acadiens et Acadiennes, on les a placés sur des bateaux et chassés de leur pays. On a tout pris ce qu'ils possédaient. On a brûlé leurs maisons. On les a placés sur des bateaux et on les a chassés de l'Acadie. Il y en a d'eux qui n'ont jamais revu leur famille et leurs amis. Le chant d'un orage qui bat dans le village, l'écho d'une chanson qui soulage. Au cœur de la tempête, 1 million d'images, le peuple qui réclame son courage. Même si on nous a chassés, j'étais dans le vent, y a jamais eu de grand dérangement. Non, y a jamais eu, y a jamais eu de grand dérangement. Jean-François Mouot, bonjour. Bonjour. Alors le grand dérangement, c'est cet euphémisme qu'emploient les Acadiens aujourd'hui encore quand ils parlent de leur déportation en 1755, quand ils ont été chassés de leur pays et puis dispersés aux 4 coins du monde, que ce soit au Canada français où ils se sont réfugiés, dans les colonies anglaises d'Amérique, en Louisiane ou encore en France, d'où ils étaient partis 100 ans plus tôt. Ce qui vous fait dire dans un livre justement sur ces Acadiens qui sont revenus en France, ce livre qui s'appelle Les réfugiés acadiens en France, que leur destin s'apparente un petit peu à celui des Pieds-Noirs. Ben oui, parce qu'il s'agit un peu d'une même situation. Il s'agit d'une population d'origine française qui vivait dans une colonie, et à la perte de cette colonie, ou l'indépendance de l'Algérie dans le cas des Pieds-Noirs, ces populations d'origine française ont dû quitter le territoire sur lequel leur famille vivait parfois depuis une centaine d'années pour se réfugier dans la mère patrie. Alors ils avaient été chassés d'un pays qui se trouve, l'Acadie, qui se trouve dans les actuelles provinces maritimes du Canada, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, qui est une région qui avait été découverte bien avant leur arrivée, dès le XVIe siècle, et qu'on a appelé, je crois que c'était un de ces découvreurs, qui était Jean de Verrazzane, qui travaillait pour le roi de France, François Ier, c'est lui qui l'appelait l'Arcadie au début. Voilà, alors l'origine du terme Acadie est assez controversée. L'origine la plus plausible est celle effectivement de Verrazzano, qui aurait nommé ainsi le territoire en référence à l'Arcadie grecque, une contrée mythique, source de bonheur, etc. L'autre origine en compétition, si on veut, ça serait une origine amérindienne, une origine de la langue des Indiens Micmac qui habitaient dans cette région, qui ont un mot qui est Cadi, qui veut dire terre fertile. Donc c'est une autre possibilité, on ne sait pas vraiment. Alors cette terre, justement, l'Arcadie, ou l'Acadie, plutôt devenue l'Acadie, eh bien, les premiers colons s'y installent dès 1604. En tout cas, il y a déjà des bateaux qui viennent de France, 2 bateaux, vous les citez, qui viennent de France, qui arrivent en 1604, ce qui ferait, au fond de cette région, la première colonie européenne s'installant en Amérique du Nord, parce que Québec a été fondé 5 ans plus tard, le Mayflower est arrivé avec des colons anglais dans le Massachusetts 17 ans plus tard. Ce serait la première colonie, au fond, européenne en Amérique du Nord, une colonie française. Tout à fait. Les Acadiens sont d'ailleurs très fiers de ces origines, d'avoir été les premiers sur place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette première colonie, fondée en 1604, quand les colons arrivent, ils ne connaissent pas, évidemment aussi bien que nous maintenant, les phénomènes climatiques, notamment l'existence du courant du Labrador, qui est un courant froid qui amène énormément de précipitations neigeuses, notamment, et beaucoup de froid au Canada
en hiver, ce qu'ils ne pouvaient évidemment pas soupçonner, puisque leur premier établissement était à peu près à la même latitude que Bordeaux, donc ils s'imaginaient qu'ils allaient passer un hiver relativement clément, et en fait ils sont ensevelis sous la neige, ils sont décimés par le scorbut, et ils doivent se rapatrier pour la plupart l'année suivante, tant bien que mal en France. Oui, la vraie colonisation, en fait, ne commence que plus tard. Voilà, la vraie colonisation, c'est-à-dire le premier établissement permanent en Acadie où les familles vont rester et ne plus quitter le territoire, c'est 1632. Donc c'est quelques années plus tard. Alors, il s'installe donc à partir de ce moment-là. Très vite, d'ailleurs, la France se désintéresse de cette première colonie parce qu'entre-temps, elle a fondé une autre colonie qui est Québec et elle s'intéresse plus au fleuve Saint-Laurent, enfin à l'actuel ou à l'ancien Canada français, que à cette petite colonie d'Acadie. Voilà, tout à fait. La raison principale donc pour l'intérêt plus grand de la France pour le Québec, c'est notamment que donc qui ne s'appelle pas le Québec à l'époque, c'est la ville de Québec et puis c'est en fait ce qui s'appelle la province de la Nouvelle-France, dont l'Acadie fait théoriquement partie, mais l'Acadie est quand même à peu près à 1500 km de Québec. Elle se trouve isolée géographiquement, voilà. Et donc la France s'intéresse plus à la vallée du Saint-Laurent, qui est peuplée d'un plus grand nombre de colons. Et la raison principale, c'est le commerce des fourrures qui se développe énormément dans la vallée du Saint-Laurent et qui alimente la mode pour les chapeaux de l'époque en Europe. Alors si la France se désintéresse un petit peu de l'Acadie, c'est pas du tout le cas des Anglais qui commencent à y arriver et qui même s'en emparent en 1690. Alors là, pendant toute une période qui va jusqu'en 1713, eh bien, il y a un conflit à propos de l'Acadie entre l'Angleterre et la France qui fait que l'Acadie va changer de main 7 fois. Voilà, elle change essentiellement de main nominalement, c'est-à-dire essentiellement par des accords franco-britanniques. Dans la réalité, il n'y a pas à chaque fois changement d'administration, etc. Il s'agit de conquête de territoires virtuels. Les Acadiens, essentiellement, continuent leur vie de façon à peu près ininterrompue pendant cette période, essentiellement toujours des Français. Mais l'Acadie se trouve en fait sur la route des navires en provenance de Londres qui vont jusqu'à Boston. Et en fait, c'est ça qui intéresse les Anglais. Voilà, c'est ça, c'est une position très géostratégique à la fois pour les Anglais, mais malencontreuse pour les Acadiens, puisqu'ils se trouvent au milieu de là où les Anglais voudraient être. Alors d'un conflit qui se termine provisoirement, en tout cas, par un traité signé en 1713, le traité d'Utrecht entre la France et l'Angleterre, par lequel donc la France reconnaît la souveraineté de l'Angleterre sur l'Acadie, qui devient du coup la Nouvelle-Écosse, c'est ainsi que les Anglais l'appellent. Et pendant 40 ans, les Acadiens, qui sont français, qui sont catholiques, vont se demander quelle attitude adopter vis-à-vis des Anglais qui les occupent. Voulant rester neutre, mon père. Neutre. Tu crois que c'est encore possible, François Godette, de rester neutre en 1743? Vous vivez depuis plus de 30 ans avec un loup dans la bergerie et vous parlez de neutralité. Va dire ça au gouverneur anglais d'Annapolis Royal. Nous devons fidélité à un roi qui nous protège et qui nous aime. Il va falloir que vous vous leviez un jour. Les 35 dernières années ont été tranquilles, mon père. Dieu, il n'est pas venu sur la terre pour prêcher la haine. Dieu n'a pas permis les hérétiques. Mais maintenant qu'ils sont là. Ils nous permettent la pratique de notre religion. Pour eux autres, nous sommes des papistes. Et ils n'auraient aucun scrupule à nous exterminer jusqu'au dernier. C'est un drôle de contrat. Mais plutôt que de faire ma croix au bas, sans vous offenser, mon père, j'aime autant rester neutre. Et pendant 40 ans, en effet, entre 1713, date à laquelle l'Acadie devient la Nouvelle-Écosse, et le grand dérangement dont on parlera, eh bien, en fait, la présence, les Acadiens sont restés neutres, avec une présence anglaise qui n'a pas été trop dure pour les Acadiens, pour ces Français qui étaient les Acadiens. Non, on peut dire que d'une certaine façon, les Anglais font preuve de pas mal de tolérance. Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment les moyens non plus de s'imposer, puisqu'ils sont en extrême minorité sur ce territoire qui est essentiellement peuplé de colons d'origine française.
Le traité d'Utrecht prévoyait que les Français, les colons acadiens, que j'hésite à nommer acadiens parce que le terme en fait est peu utilisé à l'époque, mais ces populations d'origine française avaient la possibilité de quitter le territoire s'ils le voulaient pour rejoindre les territoires français qui étaient restés en fait à la France, puisque en fait au moment du traité d'Utrecht, les 2 îles notamment qui sont au nord de cette péninsule acadienne restent propriété de la France, et d'ailleurs les autorités françaises font tout ce qu'elles peuvent pour encourager les Acadiens à émigrer vers ces territoires qui sont sous leur contrôle. Mais pour très grande majorité des Acadiens choisit de rester sur place, et auquel cas le gouvernement anglais, britannique, leur demande de prêter un serment d'allégeance, puisqu'ils se méfient de ces populations dont tout porte à croire, puisqu'ils sont catholiques et qui sont de langue et de culture entre guillemets française, tout porte à croire qu'ils peuvent représenter un danger potentiel, donc on veut s'assurer de leur fidélité, de leur neutralité. C'est pourquoi tout au cours des 30 années qui suivent, on leur demande de signer des serments d'allégeance que les Acadiens acceptent, mais toujours en mettant des conditions à la signature de ces contrats. Notamment, ils insistent sur le fait qu'ils souhaitent absolument rester neutres. C'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas porter les armes contre les belligérants. De quoi vivent-ils pendant cette période où ils deviennent de plus en plus nombreux? Ils sont à peu près 14 000 en 1750. Alors, ils vivent essentiellement d'agriculture et de pêche. Ils vivent dans des petits villages qui prospèrent pendant cette période qui pourrait presque correspondre à leurs 30 glorieuses. Ils ont notamment mis au point des procédés assez élaborés d'assèchement des terres dans la baie de Fundy, qui est la baie qui a les marées les plus hautes au monde. Et donc, ils ont aussi des systèmes de digues qui s'appellent les aboiteaux, qui leur permettent d'assécher ces marais. Et soit dit en passant d'ailleurs, qui leur permet, contrairement à d'autres, notamment aux Anglo-Américains dans les 13 colonies, de vivre relativement en harmonie avec les Indiens qui vivent sur le territoire, puisqu'ils ne prennent pas leurs terres. Et avec les Anglais jusqu'à ce que la guerre reprenne sous Louis XV. Et alors là, les Anglais sont agacés parce que certains Acadiens ou certains Français venus en Acadie, comme un certain abbé Leloutre, eh bien, prennent le parti de la France, sortent de leur neutralité. Jean-François Mouhot. Tout à fait. Donc le problème qui est justement de ces agents français qui viennent en quelque sorte prêcher la haine contre les Anglais, qui essaient d'utiliser la religion catholique pour monter les Acadiens contre les Anglais. Les Anglais font aussi des choses similaires, mais notamment l'abbé Leloutre qui incite fortement, ce qui contraint même des Acadiens à quitter leur village. Il incendie un village pour qu'ils émigrent vers ces territoires français dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais Leloutre aussi qui suggère, qui pousse les Indiens Micmac à se soulever contre les Anglais. Tout ça, évidemment, provoque la colère des Anglais qui, en 1755, décident d'exiger des Acadiens un serment inconditionnel à la couronne britannique. This paper is from a delegation of 25 deputies from Acadia, which you have ordered Voici une to attend the requête de next council 25 meeting. députés acadiens que vous avez convoqués pour la prochaine réunion du Conseil du 10 juin. Ils ont eu plus de privilèges que les colons anglais. La liberté de religion, de consulter leurs prêtres, la protection de leur pêche et de leur commerce. Ils ont parmi les meilleures terres de la province, même s'ils n'ont pas fait le serment d'allégeance. Je vais suggérer aux membres du Conseil d'exiger que ces crapules prêtent serment ici même, devant nous. Ils refusent de le faire depuis 6 ans. Justement, on va y mettre fin. Captain, bring in the Acadians. Yes or no? Je peux pas. Non. J'ai dit non. Je refuse. And you? Je refuse. Le fil, maman, tout n'est que changement. Et comme sur la glace, tout va en s'écoulant. Sous le fil, maman, tout n'est que changement, tout passe.
Et oui, tout passe comme ce qui s'est passé justement en 1755, ce départ forcé, cette déportation décidée par les Anglais vis-à-vis de tous les Acadiens qui refusaient de prêter un serment inconditionnel, c'est-à-dire qui étaient prêts, auxquels on demandait de se battre contre la France. Ils refusent et ils sont chassés très brutalement donc de l'Acadie, après où ils vivaient déjà depuis des années, depuis un siècle. C'est ce qu'on appelait le grand dérangement, Jean-François Mouhot. Voilà, donc le grand dérangement commence effectivement en 1755. C'est quelque chose qui avait déjà été envisagé à plusieurs reprises par les autorités britanniques auparavant. Mais l'élément déclencheur, c'est la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre en prélude à la guerre de ce qui s'appellera en Europe la guerre de 7 ans. Et c'est notamment, donc les Anglais prennent un fort français donc dans la zone restée française de l'Acadie dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils découvrent à l'intérieur de ce fort des Acadiens qui, en violation de leur serment de neutralité, portaient des armes. Et c'est ça qui, alibi ou véritable élément déclencheur, en tout cas, c'est là qu'ils décident de déporter la totalité de la population, donc à peu près 14 000 personnes, dans les colonies anglo-américaines, donc les 13 colonies à partir de 1755. Et puis alors un ordre que vous citez dans votre livre, Jean-François Mouhot, des Anglais, lors de déportation du lieutenant-colonel John Winslow, qui écrit « Toutes vos terres et habitations, bétail de toutes sortes et cheptels de toute nature sont confisqués par la couronne, ainsi que tous vos autres biens, sauf votre argent et vos meubles, et vous devez être vous-même enlevé de cette province qui lui appartient. » Et vous ajoutez qu'on brûlait même les maisons pour éviter qu'ils y reviennent. Oui, tout à fait. Il faut dire aussi que les terres sont très convoitées, puisqu'ils les ont mis en valeur, comme je l'ai dit, par divers systèmes, et que c'est des terres très riches, et que la pression démographique s'accentue sur les colonies anglo-américaines. On se dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va aussi obtenir donc, des terres qui sont déjà mises en valeur, qui sont déjà défrichées, riches. Donc non seulement on expulse ces Acadiens, on brûle leurs habitations pour éviter qu'ils reviennent, et on installe des nouveaux des Britanniques, des colons britanniques dessus. 10 000 personnes qui s'en vont sur 14 000, c'est quand même énorme. Alors qu'ils s'en vont, certains fuient, s'en vont directement vers ce qui reste du Canada français. D'autres sont envoyés vers les colonies anglaises d'Amérique qui se trouvent au sud, la Virginie, la Géorgie. Également en Angleterre, certains sont envoyés en Angleterre, d'autres reviennent carrément en France. Un siècle après, plutôt mal accueillis. C'est tout le thème de votre livre, Jean-François Mouhot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Acadiens ont été déportés au départ uniquement dans les 13 colonies. La raison pour laquelle ils sont déportés dans ces 13 colonies... Les futurs États-Unis. Voilà, les futurs États-Unis. C'est parce que, notamment, à l'époque, les populations sont considérées comme des biens précieux et on espère que les Acadiens vont s'assimiler dans le creusot anglo-américain et vont fructifier et être convertis. Mais de là... pas mal d'Acadiens s'enfuient, notamment vers l'actuel Québec. Et puis, vous avez mentionné le fait que certains Acadiens sont déportés en France. Alors, effectivement, il s'agit en fait des populations, cette fois, parce qu'il y a, en fait, quand on parle de grand dérangement, il y a eu plusieurs déportations. En fait, la déportation, le grand dérangement s'étend en gros de 1755 à 1760, 63. Mais un certain nombre d'Acadiens sont déportés directement en France. Les Acadiens qui, en fait, se trouvaient dans les lieux qui étaient sous domination française, donc au nord de l'Acadie. Et ça fait environ 3500 personnes qui sont déportées en France et qui arrivent à partir de 1758 dans les ports de la Manche, notamment. C'est-à-dire à peu près un tiers de la population de 1755, c'est quand même beaucoup. Oui, Saint-Malo. Vous citez même alors la volonté de les installer, certains d'entre eux, plusieurs familles, à Belle-Île. Voilà, alors le gouvernement français ne sait pas trop quoi faire de ces réfugiés. Il leur distribue déjà une sorte on pourrait appeler une sorte de RMI de l'époque, c'est-à-dire qu'on leur donne ce qui s'appelle dans la terminologie de l'époque les secours, qui est une petite solde qui leur permet de survivre. On les encourage aussi à travailler pour les intégrer autant bien que peu, mais on songe surtout à les renvoyer dans les colonies, notamment Choiseul, le Premier ministre de l'époque équivalent, à l'ambition de refonder une nouvelle colonie en Guyane pour éviter, faire oublier le camouflet de la guerre de 7 ans, et donc les Acadiens sont pressentis pour aller là-bas.
Oui, alors en fait, ils ne le souhaitent pas. Beaucoup d'entre eux vont partir à partir de France, pour beaucoup d'entre eux, vers la Louisiane, où ils forment depuis 2 siècles une communauté francophone bien connue, celle des Cajuns, que visitait le président de la République française de l'époque en 1976, Valéry Giscard d'Estaing, qui rendait hommage à leur fidélité. Jamais cette fidélité des Acadiens ne s'est interrompue depuis le grand dérangement qui conduisit vos ancêtres à retrouver ici, dans les bayous de la Louisiane, la patrie qu'ils avaient perdue. Il est vrai que vous avez été abandonnés pendant 2 siècles, et c'est donc vous-même qui avez réussi à garder la langue, la musique, les croyances et tout ce qui constitue l'âme d'un peuple. Acadie à la légende, un grand voyage pour notre monde, pour trouver la liberté et un beau pays. D'Acadie à la Louisiane, c'est une chanson de Bruce Daigrepont, une chanson des Cajuns. Un auditeur m'a envoyé ce matin un mail pour me rappeler qu'on ne prononce pas Cajun parce que les Cajuns ou les Cajins n'aiment pas ça, ils préfèrent qu'on les appelle les Cadiens parce qu'ils descendent des Acadiens, justement. Tout à fait, le terme... C'est la communauté, pas forcément des Acadiens les plus importantes, mais c'est une des plus connues. Oui, le terme en fait Cajun ou Cajun est donc provient de ce terme acadien qui d'ailleurs était souvent tronqué y compris dans les documents français d'époque puisqu'on ne savait pas trop de qui on parlait finalement. Donc on disait les Cadiens ou l'Acadie en l'Acadie en 2 mots. Et donc c'est de là que provient ce terme. Ce qui est extraordinaire, c'est l'attachement qu'ils ont d'abord à leur histoire, à leur passé. Ils l'évoquent régulièrement, surtout quand un président de la République française vient le leur rappeler. Et en même temps, la langue, la tradition et le souvenir d'un pays qui n'existe plus, mais alors qui porte encore, qui a encore un drapeau, qui a un hymne national, je crois, alors qu'il n'existe plus. Voilà, mais c'est ce que vous disiez tout au début, ce que disait plutôt Antonine Maillet, mais que vous citiez. L'Acadie n'existe pas. L'Acadie n'existe que dans le cœur. Elle n'existe pas comme entité politique. Il n'y a pas d'État actuel qui s'appelle Acadie. Il n'y a même pas de province canadienne qui s'appelle Acadie. Mais elle existe dans le cœur de tous ceux qui se considèrent acadiens. Cela dit, la majeure partie d'entre eux, beaucoup d'entre eux en tout cas, sont revenus justement dans l'Acadie d'origine, enfin dans ces provinces maritimes de l'actuel Canada. C'est là qu'ils sont majoritaires actuellement, Jean-François Mouhou. Oui, c'est là où ils ont le mieux conservé à la fois leur langue, leur culture, leur tradition. Ils représentent à peu près 1/3 de la population de la province du Nouveau-Brunswick, qui n'est pas l'Acadie historique, puisque l'Acadie historique correspond plutôt à la province de Nouvelle-Écosse, qui est donc cette petite péninsule au nord, si vous voulez, de la côte, si on part de Boston, New York, qu'on continue, on arrive sur cette petite péninsule qui forme une espèce d'aile de papillon. Ça, c'est la Nouvelle-Écosse, mais le Nouveau-Brunswick, qui est en fait la partie continentale de cette aile de papillon, elle est peuplée d'à peu près 1/3 de descendants d'Acadiens, et c'est la seule province, le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue du Canada, puisque le Québec est française, est francophone. Alors une province où venait un jour un autre président de la République en 1999, Jacques Chirac, qui s'était rendu donc au Nouveau-Brunswick à l'occasion du sommet de la francophonie qui se tenait cette année-là donc en Acadie. Escapade chez les Acadiens. Ils sont aujourd'hui 240 000 établis en majorité dans le Nouveau-Brunswick et dans la ville de Memramcook qui a accueilli chaleureusement le président de la République. Jacques Chirac a renouvelé l'engagement de la France aux côtés des Acadiens, ce qui satisfait pleinement l'Acadienne la plus célèbre, l'auteur de Pélagie la Charrette, l'écrivain Antonine Maillet, prix Goncourt 1979. Nous ne demandons pas à la France de penser tous les jours à l'Acadie, mais nous demandons à la France de reconnaître chez ce peuple acadien un peuple frère. Petit frère, mais frère quand même. C'est-à-dire, nous sommes ici des descendants d'un même peuple, d'une même civilisation gréco-latine, d'un même Moyen-Âge et d'une même Renaissance. C'est pourquoi Molière nous appartient, comme à vous,
parce que quand nous sommes venus, il était déjà là. Alors, nous voulons que tout le monde francophone sache que nous avons intérêt à nous mettre tous ensemble et à donner chacun notre petite part. Si chacun pouvait librement chanter sa note dans la vaste symphonie francophone et même mondiale, la symphonie serait tellement plus riche et tellement plus belle. C'est joli ce que disait Antonine Maillet en 99, défendant la francophonie, peut-être plus d'ailleurs que ne le font les Français d'aujourd'hui. Ben oui, bien sûr, parce qu'ils sont en contact permanent avec un monde anglophone qui menace constamment de les engloutir. Donc ils défendent évidemment leur identité et leur langue avec beaucoup de vigueur et heureusement d'ailleurs ils le font. Antonine Maillet, c'est une figure quasiment mythique. Hein. Si vous parlez avec des Acadiens, ils ont tous une anecdote à propos d'Antonine Maillet. C'est donc prix Goncourt en 1979 pour Pélagie Lacharette qui raconte l'histoire des migrants qui remontent justement de ces colonies nord-américaines où ils ont été déportés dans une charrette et qui au cours de la guerre d'indépendance américaine vont traverser tous les États-Unis pendant une dizaine d'années pour remonter vers leur Acadie. Une Acadie qui reste évidemment dans leur cœur, où qu'ils se trouvent d'ailleurs ces Acadiens. C'est formidable cet attachement au passé, à la langue aussi qu'ils éprouvent encore aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de gens qui se définissent comme acadiens ou qui ont vivant de cette identité acadienne, y compris en France. Donc vous avez mentionné Belle-Île. Il y a beaucoup de gens, par exemple dans le Poitou, ou dans la région de Saint-Malo, qui font des recherches généalogiques et qui retrouvent au détour d'un document d'archives des ancêtres acadiens et qui sont très heureux. Merci Jean-François Mouhot. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Les réfugiés acadiens en France. Vous parlez de ceux qui sont revenus donc en France. Un livre publié aux éditions Septentrion. À lire aussi Pélagie Lacharette, justement, ce roman d'Antonine Maillet qui a pour thème le grand dérangement, qui a été pris Goncourt en 79 et publié par la Bibliothèque québécoise. Et puis entendre des extraits du film Les Années Noires de Herménégilde de Chiasson, ainsi que du document Acadie Liberté de Tim Radford, édité chez Phare et Productions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Ludovic Asselot, Arnaud Caillet, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Jeanne Magnien. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une escadrille de la France libre qui se battait en Russie contre les Allemands, l'escadrille Normandie-Niemen.